Bonsoir, rebonjour à tous. Peut-être deux remarques préliminaires. La première, c'est que le titre est peut-être un petit peu pompeux, dans le sens où on ne va pas vous proposer une liste exhaustive des tests, parce que peut-être nous ne les maîtrisons pas tous, parce qu'il y a toujours ce caractère évolutif. Et donc, au sein du CAPS, nous avons effectivement des batteries de tests et on va vous montrer des exemples. La deuxième remarque préliminaire, lorsque je vais vous parler d'isocinétisme ou lorsqu'on va vous parler de tests d'analyse 2D, 3D, etc., tous les sportifs doivent-ils réaliser ces tests ? La réponse est non, bien évidemment. Il y a cette notion de spécificité par rapport au type de blessure, par rapport au type de sport, etc., etc. Donc on va clarifier un petit peu tout cela. Et en allant assez vite, il faut quand même rappeler quelques données d'épidémiologie pour savoir quel test proposer à quel sportif et dans quel contexte. Au niveau de l'épidémiologie, on ne va pas non plus être exhaustif, mais les lésions musculaires, c'est évidemment très fréquent, très pénalisant. On sait que ça concerne en particulier les sports de vitesse, d'explosivité, et les grandes localisations, ce sont bien évidemment les ischio-jambiers, le quadriceps, les adducteurs et le triceps sural. On sait, et c'est ça qui nous ennuie, c'est le caractère hautement récidivant. Et si c'est hautement récidivant, c'est qu'au niveau des critères de retour au sport, c'est qu'on n'a pas encore tout résolu. Donc il faut qu'on continue à avancer ensemble. Hautement pénalisant, si on prend à nouveau, et parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, si on prend le football professionnel, par équipe et par saison, 15 lésions musculaires, 148 entraînements manqués en moyenne, 37 matchs officiels manqués. François a bien insisté sur tous les coûts inhérents à ces lésions qui ont un caractère fréquemment récidivant. Au niveau des tendinopathies, nous savons évidemment que cela concerne les sports où les sauts sont prédominants ou très fréquents. On sait qu'il y a une prévalence qui est majorée dans le haut niveau, au niveau de la tendinopathie patellaire. Pour la tendinopathie achilléenne, un coureur de longue distance sur deux sera à un moment donné concerné, donc pénalisé par ce type de tendinopathie. Au niveau des lésions ligamentaires, si on se centre sur les lésions du LCA, on sait que des sports pivot-contact seront particulièrement concernés, le football, le ski, le basket, le handball, le rugby, etc., que l'incidence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, il doit bien y avoir une raison, quelque part, et que le taux de récidive après une première plastie est de l'ordre de 25%. Donc à nouveau, si après une reconstruction chirurgicale, il y a une re-rupture, ce n'est pas uniquement le fruit du hasard. Il doit bien y avoir quelques raisons spécifiques. Durée d'indisponibilité très longue. Il ne faut évidemment pas que ce soit la course pour remettre sur le terrain après 3 ou 4 mois des sportifs qui ont subi ce type de chirurgie. Et il n'y a pas non plus de délai fixe. Le chirurgien cadrera par rapport à sa technique chirurgicale, la consolidation du greffon, etc. Mais en fonction des caractéristiques même du sportif et de sa récupération, ce sera 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, etc. Épidémiologie d'une part et mécanismes lésionnels et facteurs de risque d'autre part sont à prendre en considération. Si on revient sur les lésions musculaires et sur la pathologie des ischio-jambiers si fréquente, il faut raisonner en termes de mécanismes lésionnels, il faut raisonner en termes de facteurs de risque. Alors il y a les facteurs de risque qui ont été démontrés scientifiquement. On sait formellement qu'un certain nombre de facteurs de type déséquilibre de force, pratique d'un sport explosif, etc., constituent des facteurs de risque qui ont été prouvés scientifiquement. Et puis, il y a des facteurs de risque plus spéculatifs. Ça veut dire que scientifiquement, on ne peut pas vous sortir une publication. Est-ce qu'on peut les négliger ? La réponse est non. Nous ne pouvons rien négliger et les scientifiques n'ont pas encore tout pu prouver ou résoudre. Donc, en fonction des mécanismes lésionnels, des facteurs de risque, nous allons choisir un certain nombre de tests de screening.
Et parmi ces tests, il semble très cohérent de réaliser une mesure de force, des mesures d'extensibilité musculaire, des analyses gestuelles de course en 2D ou en 3D, et Askling, par exemple, a proposé également un H-test dont Cédric Schwartz vous parlera par la suite. Dans les tendinopathies, la même démarche chaque fois, mécanisme lésionnel, facteur de risque démontré ou spéculatif, parfois très difficile à identifier, bien évidemment. J'attire quand même votre attention que pour démontrer qu'une caractéristique donnée est un facteur de risque, il faut des études prospectives. Ça signifie parfois le recrutement de plusieurs dizaines ou centaines de sportifs. On voit donc un certain nombre de facteurs de risque suggérés ou démontrés, et sur base de ça, eh bien, à nouveau mesure de force, à nouveau extensibilité, et à nouveau analyse gestuelle spécifique. On va illustrer ces différentes possibilités. La liste n'est évidemment pas exhaustive. On ne prétend pas que la tendinopathie patellaire sera screenée uniquement sur base de ces tests-là. Mais peut-être que ne pas faire ces tests-là est un peu embêtant. Au niveau des lésions et reconstructions du LCA, mécanisme lésionnel décrit par François, les facteurs de risque, à nouveau, déséquilibre musculaire, problèmes au niveau du contrôle neuromusculaire, etc. À nouveau, un certain nombre de tests. On n'y coupera pas, je suis désolé. Mesure de force, Y-balance test, et à nouveau, un certain nombre de tests spécifiques qui peuvent être analysés parfois visuellement, peut-être un peu subjectif, et parfois des mesures plus quantifiées. Alors, quelles évaluations et quels tests ? Il n'y a pas de recette toute faite. On vient de proposer pour certaines pathologies, pour certains sports, une batterie de tests, mais bien évidemment, ça va dépendre de l'âge, du sexe, du niveau sportif, du type de sport, est-ce qu'il y a des antécédents lésionnels, et aussi, il y aura une discussion idéalement avec le staff et entre le staff et l'évaluateur. Dans certains cas, c'est un peu du sur-mesure. On est amené parfois à enlever un test ou à ajouter un test plus spécifique. Comment dire ? Je veux vous sensibiliser au fait que certaines évaluations semblent et sont très accessibles. Cependant, à notre échelle individuelle, il faut éviter certains pièges par rapport à certains tests. Quant à la chronologie, à quel moment fait-on un test ? Il nous arrive, nous, quand on a accès à l'historique des tests qui ont été réalisés après une blessure, de se dire oui, c'était très judicieux de faire tel et tel test. Mais on s'étonne de la chronologie. Ceux qui réalisent les tests n'ont pas nécessairement suffisamment de valeur de référence, peut-être pas suffisamment d'expérience dans l'interprétation des résultats, et fonctionnent avec des tests trop isolés. Et c'est vrai que nous devons fonctionner de plus en plus sur des batteries de tests intégrées. Cette belle figure, je l'emprunte à François, qui nous rappelait la prévention primaire, la prévention secondaire, avec ces notions de return to play decision. Et pour le retour à la compétition, nous allons voir que on peut considérer que dans le sport de haut niveau, tout va bien, tout est bien géré, etc. Je ne le crois pas, vraiment, et par expérience, on va prendre quelques cas un petit peu spécifiques. Je vais vous parler bien évidemment d'isocinétisme pour la mesure de force. Exemple ici, pour ceux qui sont moins familiarisés, des tests au niveau quadriceps ischio-jambier, des tests d'épaule chez les sportifs d'armes lancées, souvent dans une position spécifique à 90 degrés d'abduction dans le plan frontal. Dans certains contextes pathologiques, on doit évoluer vers une position plus sécurisante ou plus sécurisée à 45 degrés d'abduction dans le plan frontal. Les mesures de force musculaire en isocinétisme sont intéressantes parce qu'elles s'effectuent en conditions dynamiques. On peut explorer le mode concentrique, on peut explorer le mode excentrique. Il y a donc cette spécificité. Alors nous utilisons aussi des petits outils portatifs qui permettent des mesures de force isométriques. Est-ce que c'est suffisamment spécifique ? Je pense que c'est intéressant si on n'a pas accès à autre chose, mais ça manque de spécificité. Une force isométrique normale ne signifie pas nécessairement
un niveau de force excentrique normal. Les informations dans le cadre d'un test isocinétique, très classiquement, la comparaison bilatérale avec une tolérance de X% entre le côté dominant ou non dominant, entre le côté blessé et le côté sain. La notion d'équilibre de force entre muscles agonistes et antagonistes, et ça je crois que c'est un concept émergent, parce qu'il y a un lien avec la survenue ou le risque de survenue lésionnelle. Nous calculons donc des ratios de force classiquement entre les ischio-jambiers et le quadriceps, entre les rotateurs externes et les rotateurs internes d'épaule, et bien évidemment on peut réaliser des tests à la cheville, etc., etc. Et puis un paramètre qui peut-être dans le domaine de la prévention n'est pas le plus relevant, le plus utilisé, mais la force relative, c'est-à-dire le moment de force maximum développé divisé par la masse corporelle, nous donne un indicateur parfois du niveau de performance sur le plan musculaire et permet parfois d'individualiser ou de suggérer l'individualisation de certains entraînements dans certains sports. Parfois, ça nous permet de voir que le sportif, sur un groupe musculaire donné, est peut-être déjà à la limite de la traînabilité. Et il va falloir interpréter tout cela à partir de valeurs seuil. Oh, je pense qu'un grand nombre parmi vous auront une pensée émue en voyant Guy. Moi, j'étais souvent ému par Guy, mais surtout parce qu'il n'hésitait pas à nous mettre un grand coup de pied dans le ventre et en disant « Oui, elle est belle ta machine là-bas, mais dis-moi un petit peu, moi qui suis un homme de terrain, ce que je vais faire avec les résultats de tes tests. » Alors, il y a 20-25 ans, au moins, les tests isocinétiques étaient de simples constats. On avait des chiffres, il y avait X% de différence, on n'en connaissait pas la signification. Au jour d'aujourd'hui, fort heureusement, les choses ont évolué. On est capable d'interpréter et de fixer le caractère normal ou non d'une différence bilatérale, d'un équilibre agoniste-antagoniste. On est capable d'en déduire les implications et parfois un risque lésionnel. Donc on peut attirer concrètement l'attention. Attention, avec ce profil, le risque lésionnel est majoré. Est-ce que ça signifie qu'il va se blesser? Non, pas nécessairement. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre le risque de négliger l'information. Et de plus en plus, nous, dans le dialogue que nous avons avec nos interlocuteurs, il y a cette notion de quel programme de remédiation mettre en place. Alors dans certains cas, la discussion tourne court parce que notre interlocuteur considère qu'il va bien faire le travail tout seul, mais régulièrement, nous réfléchissons ensemble sur les programmes à mettre en place. Et dernière chose, si après un programme de remédiation, il n'y a pas un test de contrôle, nous ne savons pas du tout si nous avons corrigé, amélioré, etc. Pour prendre l'exemple des plasties LCA, ce que nous savons tous, c'est que la fonction musculaire a un rôle protecteur au niveau articulaire, c'est indéniable, qu'après une ligamentoplastie, l'amyotrophie post-opératoire est majeure et systématique. Le quadriceps chez tout le monde va perdre au moins 50% de sa force maximale. Et ce qui est intéressant, c'est que la cinétique de récupération sera extrêmement variable. Pour être concret, 4 mois après une chirurgie de reconstruction, certains sportifs de haut niveau, comme d'autres patients entre nous, certains sportifs de haut niveau ont tout récupéré et d'autres peuvent conserver 40 ou 50% de déficit. Est-ce qu'ils ont besoin de la même rééducation, de la même réathlétisation, etc. La réponse est non. Donc le test dans ce contexte permet d'individualiser la prise en charge. Et ce qui est important, c'est que retourner au sport avec des déficits résiduels, manifestement, majore significativement le risque de récidive au jour d'aujourd'hui. Je trouve donc insensé de remettre sur le terrain de sport des sportifs de haut niveau sans qu'il n'y ait un contrôle des performances musculaires. Exemple très concret, un joueur de foot, ça aurait pu être un autre sportif, bien évidemment, consulte et réalise un test isocinétique en raison de plaintes récurrentes au niveau des ischio-jambiers. C'est ça l'historique qui nous est donné, élongation à répétition. Le test est réalisé.
j'attire votre attention sur le tableau ici en haut, puisque nous avions pour les ischio-jambiers, ce sont les performances des ischio-jambiers, du côté sain et du côté pathologique, ou du côté où il y avait les plaintes, et nous voyons que pour différents types de tests, en concentrique, en excentrique, il y a un déficit, mais qui est majeur. Si nous prenons en considération, comme étant significative, une différence au seuil de 10%, chez ce sportif, eh bien, le déficit est réellement spectaculaire. Alors on gratte un peu, on se dit, mais pourquoi, comment est-ce possible? D'autant plus que ça induit dans l'équilibre de force entre les ischios et le quadriceps, ça induit un déséquilibre tout aussi majeur. Et c'est un facteur de risque, nous en parlerons, de récidive, le cercle vicieux des blessures. Ce déficit majeur, eh bien, en réalité, ce joueur de foot, 1 an auparavant, a bénéficié d'une plastie du LCA et a été remis sur le terrain sans aucun test de contrôle. On ne peut évidemment pas affirmer que ceci est la conséquence de la plastie. Mais par expérience, le déficit des ischio-jambiers peut effectivement apparaître. Si on ne le détecte pas, on remet sur le terrain sans aucun contrôle. La question sera peut-être, est-ce qu'on peut remédier à cela? Est-ce réversible? Dans cet exemple-là, oui. Voilà le niveau de force lors de l'évaluation initiale. Voilà le déséquilibre agoniste sur antagoniste lors de l'évaluation initiale. Et nous voyons après un programme de normalisation, après un programme de remédiation, en gros de renforcement spécifique, nous voyons une amélioration très significative. La force excentrique a carrément été doublée. Et nous avons une normalisation des ratios ischio-jambiers sur quadriceps. Donc oui, des tests après une ligamentoplastie du genou. Les ischio-jambiers, alors nous savons que c'est très pénalisant, notamment en athlétisme, et nous savons aussi que chez les sportifs, ça peut être des joueurs de foot, des athlètes, des joueurs de rugby, etc., chez des sportifs qui ont des plaintes persistantes après une première blessure, qui ont des épisodes de récidive, eh bien nous avons pu établir que dans 70% des cas, il y avait un problème de manque de force. Ça veut dire aussi que pour certains, la récidive, etc., n'est pas liée au manque de force. Mais dans 70% des cas, oui. Nous savons aussi que normaliser ce profil de force des ischio-jambiers est efficace en termes de prévention lésionnelle, de récidive, et améliore aussi sur le plan subjectif la capacité à courir à vitesse maximale, etc. Donc là aussi, après une lésion des ischio-jambiers, il apparaît essentiel de vérifier la récupération complète de force concentrique et excentrique. On va un petit peu plus loin, on vérifiera aussi si les ischio-jambiers sont capables de se contracter à intensité maximale en excentrique à leur longueur maximale. Donc l'analyse isocinétique n'est pas uniquement l'analyse de force. Exemple, à nouveau, fin de rééducation, sprinter en athlétisme, lésion sur les ischio-jambiers gauche, et donc très bon suivi rééducatif, bonne sensation pour le sportif. Le test nous montre quoi? Le test nous montre qu'au niveau des ischio-jambiers côté blessé, il n'avait pas tout récupéré. Et que pour certains ratios ischio-jambiers sur quadriceps, il y avait toujours un déséquilibre. Et donc formellement, il pouvait reprendre une course lente, mais tout ce qui était accélération ne pouvait être réalisé qu'après un programme spécifique de remédiation. Est-ce que tous les tests sont anormaux? Bien sûr que non. Certains tests que nous réalisons montrent que la récupération est complète, mais ça permet à nouveau d'individualiser et de prendre des décisions sur des bases objectives. La prévention primaire, ça c'est évidemment le rêve, ça. Pouvoir prévenir une première blessure. Alors nous réalisons des suivis, évidemment, chez toute une série de sportifs de la communauté française, mais on se réfère aussi à des travaux scientifiques. Et dans le domaine du foot, nous avions pu démontrer dans le cadre d'une étude, je ne vais pas entrer dans les détails de la méthodologie, je vais aller vers les messages clés, mais étude prospective, multicentrique, incluant plusieurs centaines de joueurs de football professionnels dans différents pays, avec des protocoles standardisés, etc., nous avions pu établir que pratiquer le football, mais je pense que nous pouvons assimiler à d'autres activités de
courses rapides, de gestes explosifs, etc. Pratiquer le football en situation de déséquilibre musculaire en début de saison, eh bien, pratiquer le football sans déséquilibre, j'aurais aimé vous dire qu'il n'y avait aucun risque, c'est ce que François évoquait avec la notion de prédiction. Eh bien si, jouer au foot, avec un profil musculaire normal, il y a quand même des blessures. Mais ce qui est intéressant, c'est que jouer au foot avec des déséquilibres qui ne sont pas corrigés multiplie par 4 le risque. Il paraît donc hautement intéressant de pouvoir identifier les joueurs chez qui, ou les athlètes, chez qui le risque est majoré. Nous avons cette capacité à identifier, en particulier sur un ratio mixte qui met en relation la force excentrique des ischios avec la force concentrique du quadriceps. Et le fait de normaliser le profil, eh bien, réduit très significativement le risque lésionnel. En gros, on les remet pratiquement au niveau, les déséquilibrés corrigés, on les remet pratiquement au niveau des joueurs équilibrés dès le début de la saison. Exemple, en termes de prévention primaire, jeune gymnaste, on se dit, on fait déjà des tests isocinétiques à 11 ans. Oui, selon des protocoles adaptés. Quand on s'entraîne plus de 20 heures par semaine, le sport peut déjà induire quelques modifications significatives et peut-être préjudiciables. Qu'est-ce qu'on a pu détecter chez cette jeune gymnaste? Centre de formation. Eh bien, au niveau de la comparaison gauche-droite sur les ischios, tout va bien. La comparaison gauche-droite au niveau quadri-ischio, tout va bien. La force relative, très bien. Mais là où il y a un problème, c'est à gauche comme à droite, c'est une réduction des ratios qui nous dit qu'elle a de très bons quadriceps, mais des ischios qui n'ont pas suivi. Est-ce qu'on va faire du renforcement lourd, etc. Certainement pas. Ce seront sans doute des exercices de terrain qui permettront de corriger cela. Et on s'était rendu compte dans le suivi que très fréquemment, ces gymnastes jeunes, filles ou garçons, présentaient ce type de profil de déséquilibre agoniste-antagoniste par faiblesse des ischio-jambiers. Et un programme avait pu être mis en place sur le terrain. Ce n'était pas nous qui gérions cela à titre de prévention lésionnelle. Test récent chez un grimpeur, où en gros c'est un test de contrôle, simple test de contrôle. Mais ce test de contrôle nous montre, j'attire votre attention sur cette ligne-ci, nous montre que ces ischio-jambiers droits, en comparaison avec ces ischio-jambiers gauches en excentrique, alors que tout va bien en concentrique, mais en excentrique, un déficit un peu inexpliqué de 30%, qui induit un déséquilibre du ratio mixte. Et en grattant un petit peu, eh bien, ce sportif de haut niveau nous dit, effectivement, il y a déjà un certain temps, dans un petit match de foot, j'ai eu une vraie déchirure des ischio-jambiers, mais tout va bien, je n'ai plus mal. Alors oui, il n'a plus mal, ça ne semble pas compromettre sa pratique, mais il a un vrai déficit et un vrai déséquilibre. Est-ce que ceci est de nature à ce qu'il se reblesse dans sa pratique spécifique? Pas nécessairement. Je ne pense pas que la déchirure des ischio-jambiers dans l'escalade soit la blessure la plus fréquente. Mais si, en préparation physique, il est soumis à des exercices de sprint court, si un jour il rejoue au foot avec ses copains, le risque de reblessure est bien présent. Il paraît donc judicieux de remédier à cela très calmement. Il continue à s'entraîner, il fait ses compétitions en parallèle, programme de remédiation individualisé. Autre exemple, je vous parle d'épaule, mais à la sauce isocinétique. Joueur de volley-ball de haut niveau qui vient faire un test, mais dans un contexte un peu, je dirais, confus, un peu nébuleux, de plaintes douloureuses à l'épaule droite lors du smash. Ceux qui jouent au volley-ball vont dire, oui, mais la plupart des joueurs de volley-ball de haut niveau, sur leur bras ou sur leur épaule de frappe, ont ce genre de plainte. Mais on fait le test. Et le test, donc au niveau épaule,
Sur les rotateurs internes, rien de particulier. Mais sur les rotateurs externes, nous voyons ici, du côté dominant, une diminution de force supérieure à 40% sur un test non douloureux. C'est un profil complètement atypique. Ce n'est absolument pas le profil de l'épaule du joueur de volley-ball. Et donc, face à ce gros poids d'interrogation, eh bien, des examens complémentaires ont été réalisés qui ont révélé une lésion du nerf suprascapulaire. Donc le test isocinétique n'est pas du tout diagnostique, mais dans certains cas ouvre la porte, évidemment, à d'autres examens permettant de clarifier une anomalie, une insuffisance qui, évidemment, est préjudiciable. Avec un tel niveau de déficit de force sur les rotateurs externes, l'épaule ne peut pas fonctionner normalement. Donc voici quelques exemples de tests au niveau de l'isocinétisme. Et Cédric Schwartz va enchaîner avec de l'analyse plus complexe. Absolument pas plus complexe, mais pour vous montrer qu'il y a d'autres tests au sein du CAS, je ne vais pas être exhaustif dans ces tests, il y en aurait beaucoup trop, et comme François Delvaux vous l'a dit, ça évolue, donc de toute manière, ça serait encore nouveau, mais vous montrer les spécificités de certains de ces tests. Bien garder évidemment à l'esprit que ces tests-là, si je vous montre leurs spécificités, on les fait en général en batterie de tests. On ne fait pas un seul test, même si chacun ont leur spécificité. Ils vont être plus spécifiques à telle articulation ou à tel groupe musculaire. Pourquoi on fait passer ces batteries? C'est comme François Delvaux vous l'a dit, c'est que quand on a une blessure, par exemple une rupture du LCA, il y a des facteurs de risque qui sont multiples. Et il semble assez évident qu'un seul test ne permettra pas de regarder tous ces facteurs de risque, et donc il faut bien faire passer une batterie de tests aux sportifs. Et c'est si on observe des choses anormales sur plusieurs de ces tests que là, on pourra être plus pertinent sur estimer, ok, ce sportif a un réel risque de blessure. Donc le premier test que je voulais vous présenter est le H-test, qui est un test qui est plus spécifique à la lésion musculaire des ischio-jambiers. Vous voyez en quoi ça consiste. Vous avez le genou qui est bloqué, vous avez une flexion de hanche à vitesse maximale et à amplitude maximale. Donc c'est vraiment un exercice explosif. Et on va regarder plusieurs choses. Évidemment, on va commencer par regarder la différence bilatérale. Est-ce que l'amplitude est la même des deux côtés? Et pratiquement, après un retour, après une blessure, on veut voir si, du côté anciennement blessé, est-ce qu'on a récupéré la même amplitude que du côté non blessé qui nous sert de référence. Mais surtout aussi, on regarde l'appréhension. Donc, on nous demande l'appréhension de la personne sur une échelle, mais on a d'autres indicateurs qui sont plus quantitatifs pour estimer cette appréhension. Vous voyez ici, si j'apprends à comment ça fonctionne, voilà. Vous voyez ici qu'on peut aussi regarder la vitesse à laquelle l'athlète va monter sa jambe. Et on se rend bien compte qu'un athlète qui a de l'appréhension dans son geste va monter sa jambe, certes peut-être moins loin, mais aussi moins vite. Donc voilà, on a vraiment des estimations plus quantitatives des chiffres et pas uniquement une estimation de l'athlète qui reste intéressante de toute manière. Un second test que nous utilisons assez fréquemment, qui s'appelle le Landing Error Scoring System, qui constitue à étudier la technique de réception après un saut. Donc ici, il s'agit d'un saut qui est une composante verticale mais aussi horizontale. Donc c'est un saut où je vais vous montrer des exemples vidéo, mais on saute en avant et on fait une réception et on va évaluer la qualité technique de la réception à partir d'une liste d'indicateurs. Et en fonction de la qualité technique, vous allez avoir un score entre 0 et 19. 0, la technique est parfaite. 19, c'est vraiment horrible, mais on n'arrive jamais à 19 parce que sinon on ne se relève pas en général. Voilà. Et vous allez voir différentes... Quelque chose d'important, c'est que nos tests aussi, ils s'appliquent, ils sont plus spécifiques, ils vont être plus sensibles pour certaines catégories de population. Vous le voyez ici, ça va être plus intéressant chez les filles que chez les garçons, et plus spécifiquement chez les adolescents plutôt que chez les sportifs plus âgés. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi que faire de la prévention, c'est bien de le faire chez nos athlètes de haut niveau, mais pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, il faudrait potentiellement qu'ils ne soient pas blessés trop souvent avant, sinon ils n'auront pas atteint leur plein potentiel. Donc c'est aussi intéressant de faire ces tests de prévention avant le haut niveau, et déjà quand ils sont espoirs, par exemple. Voici quelques exemples. Vous avez
Tout d'abord, une réception de qualité. Vous pouvez voir ici, les genoux sont bien alignés, hanches, genoux, chevilles. Bon alignement. Vous voyez qu'il y a une bonne flexion, la réception est souple. Il y a une flexion également du tronc. Donc ceci est une réception de bonne qualité avec un score de 2, donc proche de 0. Et au contraire, ici, vous avez une réception de bien moins bonne qualité. Vous pouvez voir un valgus du genou important. Suivant cet angle, vous pouvez voir que la réception est très raide, avec peu de flexion de genou, le tronc qui reste droit, et ici, vous avez un score qui est de 9. Et en général, on estime que si le score est supérieur à 5, on a un risque majoré de blessure, ici plutôt au niveau donc membre inférieur, LCR par exemple. Une petite vidéo intéressante, on avait dans une équipe de volley 2 jumelles qui réalisaient le même test, donc caractéristiques anatomiques similaires, c'était le même club, on peut estimer que l'entraînement, la prévention qui était réalisée était identique, mais malgré tout, vous pouvez voir qu'ici, vous avez un alignement assez correct des genoux, et ici, un valgus important. Et donc, vous voyez que même chez des jumelles, on peut observer des choses très différentes, ce qui montre bien que l'aspect technique, et donc ce que vous pouvez faire dans votre entraînement, peut vraiment avoir un impact sur la qualité de la réception, et donc sur le risque lésionnel. Un autre test, le Y-Balance Test, qui constitue un test global du membre inférieur. Et vous voyez, vous êtes en équilibre sur une jambe, et avec l'autre jambe, vous allez pousser des navettes dans 3 directions. Donc vers l'avant, en médial et en latéral, et vous devez pousser le plus loin possible la navette. Et donc ça va tester plusieurs choses, à la fois évidemment votre souplesse, mais aussi votre force, votre proprioception. Et on va comparer à nouveau par rapport à des normes que l'on a, et aussi en bilatéral, la qualité de la longueur de poussée de ces navettes. C'est un test global de la jambe, mais on est aussi capable d'essayer de le rendre plus spécifique à une articulation, ici la cheville, en utilisant un appareil qui s'appelle le myolux, qui permet de déséquilibrer la cheville, et donc on va être plus spécifique cheville, en déséquilibrant ici spécifiquement la cheville. Donc on est capable d'adapter aussi nos tests au contexte, ici par exemple le retour après une entorse de cheville. Les hop tests maintenant, donc ça va être à nouveau un test très global, mais autant le Y-Balance Test, vous avez vu, c'était des mouvements assez lents, là ça va être des mouvements beaucoup plus explosifs, donc vous allez avoir une composante à nouveau de peur de la gestuelle qui va être d'appréhension de la gestuelle qui va être vraiment prise en compte. Vous avez différents types de tests, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais différentes composantes vont être évaluées, donc des single hop tests, c'est un saut vertical, un seul saut vertical sur une jambe, des triple hop tests, un triple saut, triple crossover, vous avez une vidéo ici qui ne s'est peut-être pas déclenchée et que je vais lancer. Qui ne se lance pas évidemment, qui fonctionnait il y a encore ce... Ah bah si, voilà, parfait. Vous voyez, vous êtes obligé de faire des alternances autour d'une ligne et donc vous allez avoir en plus ces effets d'alternance et donc de proprioception. Vous allez évidemment avoir des composantes de force qui sont prises en compte dans ce type de test, de pliométrie. Et donc, on l'a dit, d'appréhension, quelqu'un qui a peur de faire ça, même s'il a tout récupéré au niveau des tests isocinétisme que Jean-Louis Croisier peut faire passer, bah peut-être que s'il a de l'appréhension, il va être bien moins performant à ce niveau du test. Ce qui montre bien la complémentarité du test. On ne doit pas faire un seul test, mais regarder l'ensemble des tests pour avoir une vision globale et vraiment être capable d'assurer le sportif lors de sa retour après blessure, par exemple. C'était des tests là relativement simples à mettre en place, qu'on pouvait faire à différents endroits. Vous avez vu, le matériel était assez léger. Et dans certains cas, on va aller encore plus loin et utiliser des appareils de laboratoire. Et là, c'est beaucoup plus lourd. Plus lourd pour le sportif, parce que ça va prendre plus de temps à réaliser les tests. Plus lourd pour nous aussi, parce qu'il faut mettre en place les tests. Et on va essayer d'être très spécifique par rapport à la demande de l'entraîneur ou de l'athlète. Donc c'est du temps de préparation, mais aussi du temps de traitement des données. Donc c'est des tests qu'on va faire spécifiquement en fonction des demandes et qui vont être moins généralisés. Et là, on s'intéresse vraiment aux sportifs de haut niveau. 3 outils principaux, le mouvement en 3D qui va nous donner la cinématique articulaire en 3 dimensions, mais aussi les vitesses de mouvement articulaires ou les mouvements de certains objets. Quand on étudie par exemple le service au tennis, on peut voir la vitesse de la raquette. Les forces de réaction au sol qui vont nous donner des informations par exemple sur l'impact au sol, je vous montrerai des exemples. Les forces de poussée.
et l'activité musculaire à l'aide de ce système d'électromyographie de surface, c'est des électrodes qu'on vient placer à la surface de la peau, qui permettent de voir quand est-ce que les muscles s'activent, est-ce qu'ils s'activent au bon moment, est-ce qu'ils ne s'activent pas. Vous avez une réception, par exemple, d'un saut, vous avez des contractions musculaires avant la réception, par exemple autour de la cheville, pour limiter le risque d'entorse ensuite. La coordination musculaire qui est importante, et dans une certaine mesure, vous pouvez aussi estimer, voir l'apparition de fatigue dans le muscle. Un premier exemple qui est plus performance, je viendrai sur un exemple prévention ensuite. Vous aviez ici l'exemple donc d'une sportive de haut niveau qui venait faire un test au niveau du passage de la haie avec à la fois des marqueurs 3D pour voir le mouvement de différentes parties du corps, vous en aviez au niveau de la jambe mais aussi du haut du corps, et des plateformes de force qui étaient intégrées dans le sol, donc vous ne les voyez pas parce que le but c'est de mesurer les forces au sol mais sans gêner le sportif évidemment. Vous aviez une plateforme ici pour la réception et lors de l'impulsion avant la haie. Qu'est-ce qu'on observe ? D'abord le passage de la haie. Quand vous essayez d'être performant, il faut essayer. Vous avez ici en orange la hauteur de la haie et vous avez en bleu l'évolution de la hauteur du pied de retour. Évidemment, il faut que le pied de retour passe au-dessus de la haie, c'est ce que vous voyez ici, sinon ça se passe mal, mais aussi que ça ne passe pas trop haut, parce que là, vous perdez de l'énergie verticale à monter trop haut, alors que le but, c'est quand même d'aller à la ligne d'arrivée. Donc voilà, donc c'est trouver le bon compromis au niveau technique pour arriver à cette hauteur idéal, et ça c'est évidemment en discussion avec l'entraîneur qui sait faire évoluer la technique pour observer ensuite cette technique qui sera plus performante. Aussi des choses, je vous parlais des plateformes de force, vous avez ici l'évolution de la force horizontale avant-arrière au cours du temps. Quand c'est négatif, c'est-à-dire qu'on mesure une force freinatrice, alors que quand c'est positif, c'est une force de poussée. Donc ici, dans cette première partie, vous avez les forces avant le passage de la haie, et ici, ça correspond aux forces après le passage de la haie. Ce que vous voyez, c'est que avant le passage de la haie, vous avez, lors de la pose du pied, d'abord une force freinatrice, puis une force de poussée. Et évidemment, dans les modifications de la technique, ce qu'on va essayer de faire, c'est limiter au maximum cette phase freinatrice et optimiser la phase de poussée. Et donc, on peut aller aussi loin que ça dans l'analyse de la gestuelle des sportifs quand on est au laboratoire. On parle surtout de prévention ici, donc je voulais quand même vous donner un exemple de prévention. Ici, lors de réception de sauts sur des plateformes de force, qui sont à nouveau toujours intégrées dans le sol, on peut mesurer l'impact des réceptions. Alors, plusieurs facteurs vont influer sur l'impact de la réception. Plus vous sautez haut, évidemment, plus l'impact sera important. Mais en général, si le sportif saute haut, il y a une raison, donc on ne va pas lui demander de sauter moins haut pour réduire son impact. Le poids du sportif va influer. En général, on ne va pas changer le poids de notre athlète non plus, mais la qualité technique de la réception, est-ce que la réception est souple ou pas, va influer fortement sur les valeurs. Et on peut faire des retours, vous avez ici des exemples de rapports, et regardez plus précisément à la dernière ligne, on dit ici, par exemple, dans l'équipe, quand vous avez un score près de 10, vous êtes dans les meilleures réceptions, des réceptions très souples, et au contraire, quand vous êtes proche de 0, vous avez une réception qui est raide, et ça permet à l'entraîneur, au préparateur physique, d'orienter peut-être plus son entraînement vers certaines personnes pour que certains de ces athlètes travaillent plus la qualité de leur réception, alors que d'autres qui ont déjà une réception très souple, ça ne sert à rien de travailler spécifiquement cet aspect parce qu'ils sont déjà très performants. Donc c'est ce que disait François Delvaux, on peut rendre plus spécifiques les entraînements en fonction des tests, mais il faut faire ces tests parce qu'a priori, on peut avoir déjà une indication visuelle sur la qualité de réception, mais ça permet vraiment de préciser et puis de suivre l'évolution de son sportif au cours du temps, c'est le suivi longitudinal. Quelques exemples de cas concrets maintenant de sportifs qui sont passés au laboratoire. Une skieuse professionnelle qui est revenue après une reconstruction du LCA et on a réalisé à 2 reprises des tests. Je vais vous expliquer les tests qu'on a réalisés. La première fois, après la réathlétisation, après 8 mois, donc 8 mois après la reconstruction du LCA, juste avant le retour à l'entraînement classique. Et une deuxième fois, 2 mois après le retour à l'entraînement classique. On a réalisé quoi comme test ? Des évaluations isocinétiques, donc évaluation de la force musculaire, et des tests plus fonctionnels de saut, ici typiquement la hauteur de saut. Qu'est-ce qu'on observe ? Le test 1, c'est le test, donc je répète, juste avant le retour dans l'entraînement, et en bleu, vous avez la jambe qui a été réparée. Vous voyez qu'avant le retour à l'entraînement classique, vous avez un déficit de force ici, au niveau force quadricipitale en concentrique, un déficit de force de 25% par rapport à la jambe contralatérale. Vous observiez aussi un déficit important en termes de performance au niveau des sauts unipodaux.
au niveau de la jambe dominante. Donc la première chose qu'on observe, c'est que après la réathlétisation, ici, il restait toujours un déficit et on pouvait déjà se poser la question, est-ce qu'il ne fallait pas travailler avant de retourner, travailler plus spécifiquement là-dessus avant de retourner à l'entraînement classique. Mais la deuxième chose, c'est que 2 mois après le retour à l'entraînement, quand on refait les tests, on observe toujours des déficits très importants. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous retournez à l'entraînement que vos déficits vont disparaître. Il faut travailler spécifiquement les déficits que vous avez, et pour travailler spécifiquement ces déficits, il faut évidemment les connaître. D'où l'intérêt de réaliser des tests pour pouvoir ensuite les travailler. Ces déficits qui restent et qui se maintiennent, évidemment, c'est un risque de lésion qui perdure. Je ne vais pas réussir à... Voilà. Je suis allé beaucoup trop loin. Deuxième exemple, un joueur de tennis professionnel il y avait un questionnement du coach en lien avec un contexte lésionnel. On a fait un ensemble de tests dont des mesures en 3 dimensions, mais je vais m'intéresser ici plus spécifiquement à ce qu'on observait à l'aide des plateformes de force. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous rapporter à la thèse de François Tubé qui a été effectuée au laboratoire. Donc je regarde plus spécifiquement la force de poussée des jambes, et à nouveau on a fait des tests à 2 reprises à 1 an d'intervalle. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que en bleu, c'était les mesures de force horizontale du sportif, du joueur de tennis, lors du service. Ce qu'on observe, c'est que lors de son service, il poussait vers l'arrière, c'est ça que signifient les valeurs négatives, il poussait vers l'arrière, ce qui est assez surprenant lors d'un service de tennis où on se projette vers l'avant. Évidemment, contrairement aux joueurs de niveau équivalent qui, eux, poussaient effectivement vers l'avant, ça a été mis en évidence. L'entraîneur a pu travailler spécifiquement sur cet aspect avec son joueur, et 1 an après, même si la poussée n'est pas toujours, entre guillemets, à la même valeur que le reste du groupe de comparaison, maintenant, il pousse effectivement vers l'avant. Donc les tests permettent vraiment de corriger des aspects pratiquement et toujours en discussion avec l'entraîneur. On disait que les tests évoluaient, et une des choses que l'on cherche à faire, c'est rendre les tests spécifiques à chacun des sports qu'on cherche à évaluer. Donc vous avez ici des développements qui sont effectués dans le cadre de la thèse de Julien Paulus au laboratoire, créer des tests qui sont plus spécifiques. Ici, vous avez un stop jump, donc qui va être plus spécifique par exemple à un bloc au volleyball. Mais ce qu'on cherche aussi à développer, c'est créer des tests de fatigue pour pouvoir analyser la biomécanique des sportifs en conditions de fatigue. On sait bien qu'il y a plus de blessures en conditions de fatigue, donc probablement aussi que la biomécanique des sportifs n'est pas la même quand on fait un test entre guillemets au repos, pas au repos parce qu'ils sont actifs, mais sans fatigue et après fatigue. Et peut-être qu'on n'est pas suffisamment spécifique et qu'on passe à côté de certaines choses en ne faisant pas ces tests également en conditions de fatigue. Et donc c'est ça des développements que l'on réalise pour être plus spécifique et pertinent, et c'est pour ça qu'il y a des évolutions encore dans le domaine ici et dans beaucoup d'autres équipes dans le monde. Et je vais passer la parole à nouveau à François pour terminer. Merci Cédric. Voilà, simplement, je ne vais pas reprendre la parole très longtemps ici, juste 2-3 minutes pour vous illustrer aussi ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre en place avec la Fédé de badminton pour laquelle je travaille en tant que préparateur physique chez les jeunes. Maintenant, je ne m'occupe plus de ce groupe de jeunes, mais c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc simplement pour vous illustrer comment on a pu appliquer vraiment sur le terrain cette notion de screening test. En fait, on a fait passer donc à une dizaine de jeunes joueurs, donc les joueurs du centre de formation ici, 4 tests. Le test LESS, que Cédric vous a présenté ici, le Y-Balance Test, des tests de souplesse aussi dont on n'a pas vraiment parlé, mais qu'on peut faire, qu'on sait faire ici. C'est une mesure goniométrique simplement de la souplesse des ischio-jambiers et des adducteurs, qui sont des muscles en badminton qui sont particulièrement sollicités et qui peuvent se blesser, et puis des tests de force isocinétique.
Et sur base de ces tests, après on a établi une fiche individuelle. Donc on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la prévention individualisée. On a établi donc une fiche individuelle et on a proposé comme travail 2 fois 20 minutes par semaine où chacun vraiment réalisait cette fiche de travail individuelle. C'est 40 minutes par semaine. C'est déjà quand même, je pense, quelque chose. C'est bien de consacrer déjà un petit peu de temps par rapport à ça. Je pense que 40 minutes par semaine, c'est déjà assez intéressant. En plus, évidemment, de tout le travail technico-tactique et physique aussi, aux entraînements de préparation physique notamment. Alors, ce que ça a donné, vous voyez ici un tableau avec, pour chaque ligne, vous avez un athlète qui est représenté et en fonction des résultats des tests, on a déterminé que les cases en vert étaient des résultats corrects. Vous voyez qu'il n'y en a pas encore forcément beaucoup chez eux à cet âge-là. Mais voilà, on a estimé que le résultat était correct sur base idéalement de valeurs seuil qui sont décrites dans la littérature, mais aussi sur base un petit peu de notre propre expérience. Et on a voulu être assez strict aussi sur base de ces critères pour vraiment faire en sorte que le risque de blessure soit vraiment réduit à son strict minimum. En orange, on était vraiment sur un risque qu'on qualifie de moyen, et puis en rouge, c'est la majorité des cases. Là, on était vraiment sur une insuffisance d'un résultat au test en question. Et donc, chacun, sur base des résultats de ces tests, réalisait, selon les choix de l'entraîneur, donc 1 à 4 exercices d'équilibre, 1 à 4 exercices de réception de saut, et au niveau stretching, c'était encore un petit peu plus, puisqu'on avait les ischios et les adducteurs. Donc, si vous aviez une case verte, vous alliez faire au maximum un exercice de la compétence, je dirais, en question, qui est tout à fait correcte. Si par contre vous avez une case rouge, là on allait plutôt chercher 3-4 exercices à ce niveau-là. Et donc voilà, après on a choisi des exercices d'équilibre, de réception de saut, de souplesse notamment, et chacun avait vraiment sa fiche individuelle à réaliser. Alors on n'a pas fait ça vraiment sous forme d'une étude scientifique, c'était pas l'objet. L'objet c'était vraiment ici, l'objectif c'était vraiment de travailler au concret, de mettre en pratique les résultats de ces screening tests pour individualiser la blessure. Donc je ne vais pas vous dire par rapport au taux de blessure, mais on n'a pas eu, je pense ici, de blessures notamment traumatiques au niveau déchirures musculaires, lésions musculaires ou lésions traumatiques, membres inférieurs, genoux, chevilles. On n'en a plus depuis qu'on a mis ça en place. Nombre tout à fait insuffisant que pour en réaliser une étude, évidemment, ici, mais voilà, on pense qu'on est, quand on regarde un petit peu l'efficacité du travail, on pense que c'est quelque chose qui a pu vraiment être efficace. Donc voilà juste un exemple ici de cette notion de prévention individualisée qui n'est pas trop, je pense, compliquée à mettre en place. Il faut juste mettre en place les tests, c'est ça qui prend le plus de temps, prévoir le temps pour ça, et puis après dégager un peu de temps chaque semaine. Et chez des joueurs de centre de formation qui sont là, qui s'entraînent 15-20 heures par semaine, on a la possibilité de mettre ça en place. Voilà, je pense qu'on arrive ici à la fin de l'exposé. Voilà ici quelques exemples de développement aussi qui ont été réalisés par Gilles, notamment en analyse 2D, en analyse 3D ici au labo, ou des tests de terrain. On va laisser tourner en boucle pendant les questions. Je pense que dans le programme, et pour que ce ne soit pas pénalisant,